Il était 1 heure du matin quand j'ai entendu frapper faiblement à ma porte. Je l'ai ouverte et elle était là, ma fille, Sophie, effondrée sur le paillasson. Son visage était tuméfié, ses bras couverts de marques rouges. Elle pouvait à peine respirer à travers ses sanglots en murmurant « Papa, il m'a frappé pour sa maîtresse. Maintenant, qu'auriez-vous fait si votre petite fille, qu'elle soit adulte ou non, était venue vous voir dans cet état ?» Moi, je n'ai pas réfléchi. J'ai enfilé mon uniforme en silence. Puis j'ai passé un appel. Le plan commence maintenant. Vous savez, il y a des moments dans la vie qui se gravent dans votre esprit comme au fer rouge. Et peu importe le nombre d'années qui passent, vous pouvez toujours sentir l'air, sentir le poids dans votre poitrine, entendre le son de chaque seconde qui s'égrène. Et cette nuit-là, à 1 heure du matin, c'est un de ces souvenirs pour moi, gravé si profondément que je peux fermer les yeux et voir encore la façon dont la lumière du porche attrapait le visage de Sophie, gonflé et meurtri. Sa silhouette affaissée, comme si la vie avait été drainée hors d'elle. Sa main frappant faiblement à ma porte, comme si elle n'était même pas sûre de mériter qu'on la laisse entrer. Et à cet instant, je n'ai pas vu la femme de 30 ans qu'elle était devenue, celle qui riait trop fort et courait après ses propres enfants dans le jardin. Non. J'ai vu la même petite fille de 5 ans qui, un jour, s'était écorché les genoux sur le trottoir devant notre ancienne maison et qui était venue en courant vers moi pour être réconfortée, les larmes aux yeux et le sang coulant sur ses tibias. Seulement cette fois, les écorchures ne venaient pas d'une chute ou d'un jeu. Ces bleus venaient des poings de son mari. Et cette prise de conscience m'a frappé comme un éclair en plein cœur, me coupant le souffle un instant avant que la colère ne remplisse chaque parcelle de mon être. Maintenant, permettez-moi de m'arrêter ici, car j'entends déjà certains d'entre vous demander pourquoi n'est-elle pas partie plus tôt? Pourquoi n'a-t-elle pas fait ses valises la première fois qu'il a levé la main? Et écoutez, je comprends, vraiment, mais la vie n'est pas aussi simple que de s'en aller quand on est empêtré dans l'amour, la loyauté et la honte. Et si vous avez déjà vu quelqu'un que vous aimez rester dans une mauvaise situation, vous savez combien ces nœuds sont compliqués. Combien il est difficile de se libérer quand votre cœur convainc votre tête d'attendre encore un peu, de croire à des promesses qui ne sont rien d'autre que des mensonges. Et même si ça me déchirait de l'entendre, je n'ai pas été surpris quand elle a murmuré « Papa, il m'a frappé parce que je l'ai surpris avec une autre femme ». Sa voix se brisant en morceaux, comme si le simple fait de le dire à voix haute allait la réduire en miettes. Et quelque chose s'est cassé en moi à ce moment-là. Mon sang bouillait, mes mains se serraient en poing, mais mon esprit étrangement est resté froid et vif. Comme à l'époque où je portais l'uniforme chaque jour et où je devais prendre des décisions vitales. Je n'ai pas dit grand-chose. Parce que parfois, les mots ne suffisent pas. Parfois, la meilleure chose qu'un père puisse faire est de se taire pour que sa fille ne confonde pas sa rage avec un jugement. Au lieu de cela, je l'ai aidée à entrer, je l'ai allongée doucement sur le canapé, j'ai cherché une poche de glace dans le congélateur et je me suis assis là un moment à écouter le son de sa respiration courte et petit tremblement de son corps qui en disait plus long que n'importe quel mot. Et c'est là que mes yeux ont dérivé vers le placard dans le couloir. Celui que je n'avais pas ouvert depuis des années, celui où mon vieil uniforme était toujours suspendu comme le fantôme de l'homme que j'étais. Et sans réfléchir, je me suis levée. J'ai marché jusqu'à cette porte et je l'ai ouverte. Ma main a frôlé le tissu, comme pour saluer un vieil ami. Et quand je l'ai enfilé, quand j'ai remonté la fermeture éclair, c'est comme si une mémoire musculaire s'était réactivée. Comme si je glissais à nouveau dans des bottes que je pensais avoir rangées pour de bon, mais en réalisant qu'elles m'allaient toujours, qu'elles portaient toujours le poids de qui j'étais. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti ce feu dans mes veines. Cette clarté d'objectif, le genre de clarté qui vous dit exactement ce qui doit être fait. Pas de doute, pas d'hésitation. Les yeux de Sophie se sont écarquillés quand elle m'a vu revenir dans la pièce, la glace pressée contre sa joue, sa lèvre tremblante, comme si elle n'était pas sûre de ce que j'allais faire. Je lui ai fait un petit signe de tête, le genre de signe qui dit « Tu es en sécurité maintenant, ma chérie. Je m'en occupe. » Parce que s'il
il y a une chose que j'ai apprise au cours de toutes mes années, c'est que les hommes mauvais, comme son mari, Marc, prospèrent sur le secret et le silence. Et la meilleure façon de les écraser est de traîner leur cruauté en pleine lumière, de leur arracher les ombres derrière lesquelles ils se cachent. Et à cet instant, debout dans mon salon, avec ma fille brisée sur le canapé et mon uniforme serré contre ma poitrine, j'ai su que j'étais sur le point de retourner dans un combat que je pensais avoir laissé derrière moi. Mais cette fois, ce n'était pas pour la patrie ou pour le devoir, c'était pour le sang. Pour la petite fille qui, un jour, m'avait tenu la main avec ses genoux écorchés et m'avait fait confiance pour tout arranger. Et je n'allais pas la laisser tomber. Jay prit le téléphone et Jay composait un numéro que je n'avais pas touché depuis plus de 10 ans. Et laissez-moi vous dire, le simple fait de voir ces chiffres s'allumer sur l'écran m'a donné un frisson dans le dos. Parce que ce n'était pas un numéro qu'on appelait pour bavarder ou prendre des nouvelles des petits-enfants. C'était le numéro que j'avais juré de ne plus jamais utiliser, sauf si quelque chose de si grave, de si dangereux, sortait de l'ombre que je n'aurais pas d'autre choix que de dépoussiérer le passé. Et quand la ligne a cliqué et que j'ai entendu la voix rauque de Joe, vieillie mais portant toujours cette même vivacité, je me suis souvenu. Je n'ai pas perdu de temps en politesse. Jay juste dit « Le plan commence maintenant ». Pendant une longue seconde, il n'y eut que le silence. Le genre de silence qui pèse plus lourd que les mots. Jusqu'à ce qu'il souffle enfin. « Tu es sérieux ?» Jay répondit d'un seul mot. « Mortellement. » Maintenant, avant que vous ne commenciez à penser qu'il s'agissait d'une sorte de vengeance personnelle, laissez-moi vous arrêter tout de suite. Soyons réalistes, la plupart d'entre nous n'ont pas un manuel de revanche caché dans leur poche arrière, n'est-ce pas? La plupart des gens gèrent les drames familiaux en parlant, en appelant des avocats, peut-être en criant un peu trop fort à table. Mais Joe et moi, eh bien, nous étions taillés dans une autre étoffe, forgés à une époque où l'on ne pouvait pas toujours compter sur le système pour attraper les méchants. Alors, nous avions fait des plans, des protocoles d'urgence pour savoir quoi faire si quelqu'un dépassait vraiment les bornes. Et croyez-moi, cet enfoiré de gendre n'avait pas seulement dépassé la ligne. Il l'avait piétiné pour s'enfoncer droit dans les entrailles de l'enfer. J'étais assis sur le bord de mon fauteuil, ma fille recroquevillée sur le canapé avec la poche de glace sur sa joue, ses yeux vitreux de douleur et de trahison, pendant que je murmurais à Joe. Ma voix était stable, bien que mon cœur battait dans ma poitrine, comme si j'avais à nouveau 30 ans, de retour sur le terrain, l'adrénaline parcourant mes veines. C'est un mélange étrange, ce mélange de peur et d'excitation, parce que d'un côté, vos tripes se nouent à l'idée de ce qui pourrait mal tourner, des dangers qui pourraient encore survenir. Et de l'autre, il y a un feu qui vous pousse en avant, parce que vous savez que vous ne pouvez pas rester les bras croisés et ne rien faire. Vous ne pouvez pas laisser les gens que vous aimez souffrir en silence. Alors vous continuez à marcher, en tremblant peu, mais vous continuez à marcher. Joe a écouté calmement pendant que je lui exposais tout. Chaque détail de ce qui s'était passé, les bleus, la maîtresse, la lâcheté d'un homme qui pensait pouvoir utiliser ses poings pour contrôler ma fille. Quand j'ai finalement arrêté pour reprendre mon souffle, il a laissé échapper un sifflement grave et a dit « D'accord, partenaire, si on fait ça, on le fait proprement, pas de demi-mesure. » À cet instant, je pouvais presque le voir, appuyé contre le comptoir de sa cuisine, avec ce même demi-sourire qu'il arborait à l'époque où nous planifions nos opérations. Sauf que maintenant, nous étions plus vieux, plus lents mais pas moins dangereux là où ça comptait. Sophie a bougé sur le canapé, me regardant avec ses grands yeux interrogateurs. Je lui ai fait un petit signe de tête, ne voulant pas l'effrayer avec les détails, mais ayant besoin qu'elle sache qu'elle était en sécurité, que j'avais le contrôle. Laissez-moi vous demander, avez-vous déjà eu un de ces moments où votre corps devient jeune, où les années s'effacent et vous êtes de retour au cœur de l'action, prêt à vous battre, peu importe à quel point vos genoux vous font mal ou votre dos gémit? C'est exactement ce que je ressentais, l'afflux de sang, la clarté dans mon esprit, la mémoire des vieux instincts qui revenaient à la vie, comme s'ils avaient juste attendu que je les réveille. Je savais que ce ne serait pas facile. Je savais qu'il y aurait des conséquences. Mais je savais aussi quelque chose d'autre, quelque chose de plus important que les risques. C'était la ligne que je ne pouvais laisser personne franchir. Parce qu'une fois qu'un homme lève la main sur votre fille, une fois qu'il brise la confiance sacrée de la famille,
Il n'y a pas de retour en arrière, pas de seconde chance. On agit, ou on vit avec les regrets. Et moi je n'étais pas bâtie pour porter des regrets. La voix de Joe m'a stabilisée alors qu'il commençait à égrener les pièces que nous devions mettre en place, des choses dont nous n'avions pas parlé depuis des années, mais qui sortaient de sa bouche comme si nous les avions répétées la veille. Des contacts que nous pouvions appeler, du matériel que nous pouvions dépoussiérer, des étapes que nous devrions suivre pour nous assurer non seulement que ma fille soit en sécurité, mais que cet homme n'oserait plus jamais lever la main sur une autre femme. Je me suis retrouvée à griffonner des notes au dos d'une vieille enveloppe, mes mains stables, mon cœur battant la chamade. Et à cet instant, j'ai réalisé à quel point je me sentais vivant. N'est-ce pas étrange de se sentir vivant au milieu de tant de ténèbres, de se sentir plus fort alors même qu'on regarde la peur en face? C'est le paradoxe, l'étrange vérité. C'est que parfois vos moments les plus effrayants sont ceux qui vous rappellent qui vous êtes vraiment. Le lendemain matin, après une nuit à faire les 100 pas, l'esprit plus agité que le cœur, je savais ce qu'il fallait faire. Et ça n'allait pas être facile. Parce qu'affronter un homme comme lui, ce n'était pas une question de points ou de cris. Il s'agissait de lui retirer la seule chose à laquelle il tenait plus que tout, le contrôle. Alors je l'ai attiré. Je l'ai appelé et je lui ai dit que je voulais comme parle, d'homme à homme. Et vous savez quoi? Il cesse de pavaner jusqu'à ma porte. Ce regard suffisant collé au visage. Le genre de regard que seuls les lâches portent quand ils se croient intouchables. Le genre de regard qui vous donne envie de rire, sauf que vous êtes trop occupé à serrer les poings pour ne pas lui casser le nez sur le champ, sur le porche. Mais j'ai ravalé cette envie et j'ai forcé ma voix à rester stable en disant « Entre !» Parce que ce qu'il ne savait pas, c'est que Joe attendait déjà dans l'arrière-salle, silencieux comme une ombre, et les caméras tournaient, couvrant chaque angle, chaque mot, prêt à être capturé. Parce qu'il ne s'agissait pas de le corriger physiquement. Cela aurait été bien trop facile, bien trop temporaire. Il s'agissait d'exposition. Il s'agissait de retirer le masque qu'il portait en public et de montrer au monde la pourriture qui se cachait en dessous. N'est-ce pas ce dont vivent les abuseurs? Le silence? Le secret? Le contrôle? Ils comptent sur le fait que leurs victimes ne parleront pas, que leurs familles détourneront le regard, que leurs amis hausseront les épaules en disant que ce sont des affaires personnelles. Mais nous en avions fini avec tout ça. Fini de le laisser posséder le récit. Et je jure qu'au moment où il a franchi ma porte, je pouvais voir l'arrogance dégouliner de lui comme de la sueur. Le torse bombé, le sourire narquois, comme s'il pensait que j'allais m'excuser d'être intervenu, comme s'il croyait qu'il avait déjà gagné. Et ça a allumé un feu en moi. Mais au lieu de le montrer, je suis restée calme. Je lui ai offert un siège et j'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il soit assez épais pour vous étouffer. Et vous savez quoi? Ce silence a fonctionné comme un appât, car très vite il a commencé à parler, remplissant l'air de sa tentative pathétique d'établir sa domination, disant des choses comme « Elle a juste besoin de discipline. Tu sais comment sont les femmes. » Je pouvais voir Joe dans le coin de mon œil, le visage figé d'incrédulité qu'on puisse être aussi effronté. Mais nous sommes restés immobiles, le laissant creuser sa propre tombe, mot après mot, parce que plus il se vantait, oui, se vantait, de remettre ma fille dans le droit chemin, plus il s'enterrait profondément. Jai sentit mes mains tressaillir contre mes cuisses, combattant l'envie de bondir à travers la pièce. Mais je savais que la caméra captait tout. Chaque syllabe immonde, chaque sourire vantard. Et cela valait plus que n'importe quel coup de poing que j'aurais pu donner. Pendant ce temps, Sophie était assise dans la pièce à côté, la main pressée contre sa joue, des larmes coulant en silence, alors qu'elle entendait l'homme qui lui avait brisé les os essayer de le justifier, comme si c'était une sorte de médaille d'honneur. Laissez-moi vous dire qu'il y a très peu de moments dans la vie qui testent la retenue d'un père comme celui-là. Mais je suis restée ancrée dans ma chaise. Jay gardait ma voix calme, lui posant des petites questions ici et là, qui ne faisaient que l'encourager à se vanter plus fort, de manière plus détaillée et plus accablante. Jusqu'à ce que Joe se penche très légèrement en avant et murmure « L'affaire se monte toute seule ». Et c'est là que j'ai senti le changement, ce tournant silencieux mais indéniable,
le moment où j'ai su que le monstre assis en face de moi venait de signer son propre arrêt de mort, sans même s'en rendre compte. Jay jetait un regard vers le couloir où ma fille se tenait, regardant par l'entrebâillement de la porte. Et pour la première fois depuis des années, peut-être même pour la première fois depuis qu'elle l'avait épousé, Jay vit ses épaules se détendre, sa poitrine se soulever dans une profonde inspiration et une lueur d'espoir dans ses yeux. Parce qu'elle savait ce que je savais. Les jours de silence étaient terminés, que son contrôle lui glissait entre les doigts, et que nous n'allions plus le laisser enterrer son histoire sous la honte. Alors que les minutes s'égrenaient, le poids de ce que nous avions capturé devenait de plus en plus lourd dans la pièce, bien qu'il fût trop aveuglé par son propre ego pour le remarquer. Au moment où il est finalement parti, toujours avec son sourire narquois, toujours certain de m'avoir convaincu qu'il était l'homme de la maison, Joe avait déjà remballé les caméras, étiqueté les preuves et placé les fichiers dans un dossier plus épais que ma patience ne l'avait jamais été avec cet homme. Et alors que je fermais la porte derrière lui, la verrouillant soigneusement, je me suis tournée vers ma fille. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai murmuré « C'est fini, ma chérie. On l'a. » Et bien que ses larmes coulaient toujours, ce n'étaient plus seulement des larmes de douleur. C'étaient des larmes de soulagement, de libération. Et tandis que Joe me frappait l'épaule, j'ai su au plus profond de moi que, même si le combat n'était pas terminé, nous venions enfin de faire le premier vrai pas pour y mettre fin. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai vu respirer. 2 semaines plus tard, nous sommes entrés au tribunal. Et laissez-moi vous dire, si vous avez déjà été dans une de ces salles, vous savez que l'air y est différent, épais de tension, rempli de ce mélange de peur et d'espoir qui s'accroche à tous ceux qui sont assis sur ces bancs de bois dur. Sophie marchait à côté de moi, le menton haut, mais ses mains tremblaient juste assez pour que j'attrape la sienne et que je la serre. Parce que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de se tenir droit même quand les genoux flageolent, et je pouvais sentir qu'elle essayait d'être forte, d'essayer de respirer calmement, mais je savais que chaque pas était pour elle comme marcher à travers le feu. Chaque regard des inconnus lui rappelait les bleus qu'elle portait, pas seulement sur sa peau, mais dans son âme. Quand nous nous sommes assis et que l'affaire a été appelée, la salle est devenue silencieuse, de cette manière pesante où l'on entend chaque tout, chaque froissement de papier, et alors que les preuves ont commencé à être présentées, l'enregistrement que nous avions capturé, ces paroles ignobles se déversant sur la bande pour que tous les entendent, les photographies de son visage, de ses bras, de ses côtes marquées par la violence, qu'il pensait que personne ne verrait jamais. Le silence s'est alourdi, s'est épaissi, jusqu'à ce qu'on puisse presque sentir la honte changer de camp, quittant les épaules de ma fille pour atterrir carrément sur les siennes. L'expression de son visage a changé. Son arrogance suffisante s'est muée en une sorte d'incrédulité blafarde, comme s'il venait de réaliser qu'il n'était plus le prédateur. Il était la proie. Les yeux de la juge se sont plissés vers lui, avec un regard si aiguisé qu'on aurait presque pu le voir couper, comme si elle regardait une saleté collée sous sa chaussure, quelque chose en dessous du mépris. Et alors que chaque preuve s'accumulait, je voyais les gens dans la salle se pencher en avant, leurs expressions se durcissant. Parce que les abuseurs comme lui prospèrent dans le secret, mais ici, au grand jour. Sous les froides lumières fluorescentes de la justice, il avait l'air aussi petit qu'il l'était vraiment. Et puis le moment est venu, le marteau levé, les mots prononcés, la sentence, lourde et implacable. Et je jure que le son de ce marteau frappant le bois fut le son le plus doux que j'ai jamais entendu. Parce que la justice n'a pas seulement été rendue ce jour-là, elle a été livrée, brûlante et lourde, comme un coup de tonnerre qui a brisé le silence qu'il lui avait imposé pendant si longtemps. Et ma fille, ma courageuse fille, s'est tournée vers moi, des larmes coulant sur son visage. Elle a serré ma main si fort que j'ai cru que mes doigts allaient se briser, et elle a murmuré « Merci, papa », d'une voix si douce, mais si pleine de gratitude et de libération qu'elle a failli me briser sur place. Parce que, la vérité, c'est ce qu'on ne cesse jamais d'être un parent.
On ne cesse jamais de se battre pour ses enfants, peu importe leur âge. Qu'il ait 5 ans avec des genoux écorchés ou 30 ans avec le cœur brisé et des côtes meurtries. Et en la regardant, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Pas un sourire de triomphe, mais un sourire de soulagement, de fierté, de savoir qu'à la fin, j'avais fait ce que n'importe quel père devrait faire. S'est levée, a remis l'uniforme et s'est battue quand elle ne le pouvait pas. Laissez-moi m'arrêter ici car je veux vous demander quelque chose. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous eu la force de sortir ce vieil uniforme du placard, de retourner dans ce combat que vous pensiez avoir laissé derrière vous? Ou peu? Être que la question la plus intelligente est celle-ci, jusqu'où iriez-vous pour votre famille? Parce qu'en fin de compte, nous arrivons tous à un point où nous devons décider quel genre d'héritage nous laissons à nos enfants et à nos petits-enfants. Et je vais vous dire une chose, le mien ne sera pas fait de silence ou de peur. Ce sera un héritage d'action, d'amour et de ne jamais laisser les gens que j'aime se tenir seuls dans l'obscurité. Alors que nous sortions de ce tribunal, sous le soleil éclatant de l'après-midi, la tête de ma fille s'est enfin redressée, ses épaules plus légères et ses pas plus assurés. Et pour la première fois depuis très longtemps, je l'ai vu sourire. Juste un frémissement, mais un vrai. Et je me suis dit, ce n'est pas seulement la fin de sa souffrance, c'est le début de sa liberté, et peut être, juste peut, être le début de la guérison pour nous deux. Parce que les batailles comme celle-ci laissent des cicatrices, bien sûr, mais elles prouvent aussi quelque chose d'inébranlable, que la famille, quand elle reste unie, peut survivre même aux tempêtes les plus sombres. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir aux efforts que nous déployons pour protéger ceux que nous aimons, alors ne partez pas tout de suite, restez dans les parages, car j'ai d'autres histoires, d'autres batailles et plus de cœur que vous ne l'imaginez. Alors, abonnez-vous et rejoignez-moi la prochaine fois que la vie lancera un défi à la famille.